Là, on va passer à notre seconde table ronde qui parle également de réutilisation de la donnée, mais dans une optique un petit peu différente de celle qui vous a été présentée et qui est plus tournée vers la réutilisation de nos données par les écosystèmes publics, privés, associatifs ou de recherche. Donc pour cette table ronde, j'ai la chance d'avoir comme intervenant Martin Régnier de Datagir, Madame Raphaël Hainaut de l'Hygiène, je t'en prie, et en duplex avec nous de Toulouse, Monsieur Monthubert, je ne sais pas si on ne voit pas encore à l'écran, non, voilà, Monsieur Monthubert, président du CNIJ et président d'Occitanie Data Ethica. Donc avant d'introduire cette table ronde, peut-être je vais laisser chacun des intervenants se présenter rapidement. Merci, oui, très bon. Enchanté, Martin Régnier, donc je suis intrapreneur à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, et donc je développe le service Datagir que je vais vous présenter dans quelques instants. Oui, bonjour à tous. Je suis donc Raphaël Hainaut et je suis pilote du programme Innovation à l'IGN, l'Institut national de l'information géographique et forestière. Et donc, en duplex avec nous, Monsieur Monthubert. Je crois qu'on a un petit... Voilà, ça y est. Je ne pouvais pas activer mon micro. Bonjour à toutes et à tous. Bertrand Monthubert, donc je suis le président du Conseil national de l'information géographique. Donc, merci à nos trois intervenants. Donc, comme vous le savez tous, au sein du ministère du MTE, les opérateurs et ces opérateurs, on est quand même assis sur un beau trésor de données qui ont été constituées au fil des années, des décennies et même des siècles hein, pour l'IGN. Pourtant, la manière dont nos données ont été produites ou collectées n'ont pas, jusqu'à récemment, été faites avec une optique de réutilisation par les écosystèmes extérieurs au ministère. Elles ont été constituées dans, ou peut-être que l'IGN me contredira effectivement, mais à part ce cas particulier, elles ont plutôt été constituées dans une optique de contrôle, de suivi des milieux, de rapportage. Et pourtant, cette donnée, on l'a vu ce matin, elle est utile, elle a de la valeur. Alors comment fait-on pour arriver à augmenter, on va dire, son capital de réutilisation ? Donc quand on parle de données, on a, disons, deux types de données qu'on va explorer avec nos deux intervenants. C'est la donnée qui existe déjà, donc ce patrimoine de données dont je parlais, et puis la donnée qui n'existe pas encore, la future donnée qui n'a pas encore été créée parce qu'il n'y a peut-être pas d'incitation économique à le faire. Là, la puissance publique a tout son rôle à jouer. Donc je vais laisser la parole à Martin pour qu'il nous explique comment, à l'ADEME, vous avez mis en place un programme innovant et assez exemplaire pour dialoguer avec la communauté, pour arriver à faire évoluer vos bases de données en ce sens. Merci. Alors, effectivement, donc, juste avant d'en venir à ce qu'on a concrètement mis en place, je vais vous présenter en quelques mots ce que c'est que Datagir, qu'est-ce qu'on fait, et puis j'en viendrai à comment on a rendu cette donnée peut-être plus réutilisable. Alors, Datagir, donc je disais, moi je suis intrapreneur. Alors avant, ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis à l'ADEME, je suis intrapreneur depuis 3 ans pour développer ce service qu'est Datagir. Donc c'est un service public, gratuit, hein, qui vise, donc hébergé par l'ADEME, qu'on a initié avec beta.gouv, que vous connaissez peut-être, hein, qui est à la DINUM. Et notre raison d'être, c'est d'essayer de diffuser, d'apporter l'information environnementale le plus largement possible jusqu'aux citoyens. Et pour ça, notre mission, c'est d'accompagner les différentes applications, les services, notamment en ligne, dans leur démarche d'appropriation de ces données environnementales et d'intégration également
pour faire rayonner les données de l'ADEME, mais surtout pour créer des nouvelles fonctionnalités. Pour faire un peu simple, on essaie beaucoup d'amener l'environnement aux citoyens. Et bien là, l'idée, c'est d'amener... on essaie beaucoup d'amener les citoyens à l'environnement. C'était justement dans l'autre sens. On essaie là d'amener l'environnement directement aux citoyens en mettant ces informations, ces données, cette sensibilisation qu'on peut apporter dans les services qu'ils utilisent déjà, dans les applications, donc les services en ligne, les médias qu'ils consultent tous les jours ou les sites des collectivités sur lesquels ils vont, d'associations, etc. C'est vraiment l'enjeu de démultiplier l'impact des données qu'on peut avoir à l'ADEME, et donc ça s'applique évidemment aux données des ministères. Alors, juste très rapidement, notre offre, elle est en deux axes. Je développerai surtout celui de gauche, le premier par la suite, mais la première axe, donc, c'est d'apporter des ressources, surtout des données, quelques modèles également, et puis de l'expertise, donc cette open data et cette expertise qui vont permettre à des acteurs de faire évoluer leurs services, d'intégrer ces données environnementales à leurs produits pour mieux sensibiliser les particuliers, les citoyens, on y reviendra. Et puis on a aussi une deuxième offre qui est de créer des outils clés en main, parce que tout le monde n'a pas un développeur sous la main, en particulier des collectivités, des médias. Alors bon, le monde a plein de développeurs, mais ce n'est pas le cas partout. Il y a aussi plein de directions RSE qui ont envie de sensibiliser leurs utilisateurs à aux thématiques environnementales de manière générale. Et donc, on a créé des petits simulateurs clés en main sur les transports, le télétravail, les fruits et légumes de saison. Un petit convertisseur pour dire concrètement qu'est-ce que c'est qu'une tonne de CO2 en objet du quotidien, ou que faire de ces déchets. Et puis, il y a aussi Nogest Climat, qui est le calculateur le plus complet qui permet de simuler son empreinte climat. Donc, on a à peu près 1 million de visites sur tous ces simulateurs, bon, surtout sur Nogest Climat. Et donc, leur avantage, c'est qu'on peut intégrer en iframe ces petits simulateurs, donc les encapsuler sur tous les sites, de manière à, comme je le disais avant, vraiment toucher le citoyen partout où il est, lui apporter directement l'information. Alors, donc, l'ADEME, vous le savez sans doute, il y a beaucoup d'études, d'avis, de guides. Je me suis un petit peu retrouvé dans ce qui était dit dans l'intervention précédente, souvent des PDF, mais il y a aussi des jeux de données, et de plus en plus. Et donc, on a un portail Open Data, data.adem.fr, sur lequel vous retrouvez plus d'une centaine de jeux de données. Et je vais en prendre un en particulier pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait côté DataGir. Et il s'agit donc de Agribalise. On a travaillé sur d'autres, mais c'est peut-être l'exemple le plus parlant. Donc Agribalise, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette base, c'est la base de données environnementales, donc de référence sur les produits agricoles et alimentaires. À peu près 2500 produits moyens. Ce sont des références qu'on trouve dans les supermarchés, le yaourt nature, le sandwich, etc. La carotte, il y a aussi des choses pas transformées. 16 indicateurs, donc construits selon les méthodologies d'ACV, d'analyse de cycle de vie. Il y a le CO2, donc, mais pas que. C'est un grand programme scientifique collaboratif qui a des années, je crois que ça fait 10 ans que Agribalise existe. Et donc, c'est un outil au service des professionnels agricoles et alimentaires, et donc depuis peu jusqu'aux consommateurs. Donc, comme le disait Hélène juste en introduction, effectivement, souvent, les bases de données sont à destination des métiers qui les ont conçus, la base carbone pour le bilan carbone, la base Agribalise pour les acévistes, comme on le dit, donc des gens qui vont améliorer des recettes de produits pour baisser l'impact, par exemple, carbone d'une recette. Eh bien, ce qu'on s'est dit, DataGir, c'est qu'il y avait sans doute du potentiel à cette donnée pour la sortir de ce cadre et en faire quelque chose d'autre. Et pour ça, on s'est juste déjà demandé dans l'alimentation quelles sont les pratiques de tout un chacun. Donc c'est relativement simple, vous allez sans doute vous y retrouver. Eh bien, on a souvent une idée de recette pour manger, voilà. Après, on fait une liste de courses, on va dans le magasin choisir ses produits. Et puis ça c'est rare d'y couper, on paye. Et forcément, à chacune de ces étapes, que ce soit en physique ou en ligne, eh bien, on est exposé à un support, qu'il soit virtuel ou physique, sur lequel il est possible d'apporter de l'information. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que sur chacun de
chacune de ces grandes étapes, on a identifié des acteurs qui existaient, on les a conviés dès qu'on a pu trouver des contacts. On a eu de la chance d'avoir pas mal de retours, ce qui nous a permis de créer un premier atelier d'échange en présence de ces acteurs, certes, mais aussi de l'expert de l'ADEME de cette base Agribalise. L'enjeu, c'était vraiment qu'ils puissent être là pour expliquer, répondre aux questions très précisément sur cette base. S'en est suivi quelques ateliers complémentaires pour les plus intéressés. Mais vraiment, l'enjeu, c'était qu'on puisse rentrer dans le cœur de ces données, qu'on ne soit pas juste sur un fichier de données ouvertes qui est sur notre site et qui reste parfois quand même, pour ceux dont ce n'est pas le métier, un peu abscon. Et on voulait vraiment les aider à comprendre ce qu'il y avait dedans. Ça leur a permis, donc j'ai pris un petit exemple sur la droite, de constituer l'EcoScore. Il y a un groupement qui s'est créé, que vous connaissez peut-être, autour de Yuka, Open Food Sack. Je pense que ça a été présenté ce matin par Pierre Slamiche. Et voilà, donc ils ont créé cet EcoScore sur la base des données Agribalise. Ça n'était pas du tout prévu initialement. Donc encore une fois, la base Agribalise, elle n'a pas été faite pour ça. Mais en l'exploitant un petit peu, finalement, elle est pas parfaite pour ces acteurs-là, mais ils ont pu en tirer quelque chose pour en faire l'EcoScore. Donc ça, c'est ce que je voulais dire à travers cet exemple, c'est que c'est des échanges qui ont été riches pour eux. Ils ont pu déjà, pour la plupart, découvrir cette base, échanger directement et comprendre ce qu'il y avait dedans. Mais c'est aussi des échanges riches pour nous, à côté ADEME, très concrètement, à très court terme. Bon, déjà, on s'est rendu compte que cette base intéressait, donc ça c'est super. Et puis surtout qu'il y avait des petits quick wins à avoir, notamment en ajoutant des impacts, bon, je suis un tout petit peu technique, mais par étape du cycle de vie. Donc ça, c'est la partie du milieu là, que vous voyez peut-être, mais qui intéresse en fait vraiment. On avait cette donnée qui n'était pas, on n'avait pas prévu de l'exposer en open data. En fait, en quelques jours, on a pu la réaliser cette exploitation sur les 2500 lignes. Et ça, c'est vraiment en fait, très éclairant pour les citoyens, les particuliers, de se dire, OK, quelle est l'étape du cycle de vie qui pèse le plus? On croit souvent que c'est le transport ou les déchets. Donc pas du tout, hein, c'est toujours l'agriculture, quasiment systématiquement. Voilà, c'est quelque chose qui apporte de la pédagogie. En fait, ça c'était très facile à faire pour nous. Et on n'y aurait pas pensé si on n'avait pas parlé à ces réutilisateurs, à ces acteurs qui sont très proches des consommateurs. Et puis deuxième axe, c'était faire la même chose par ingrédient. C'est aussi intéressant de savoir que, je ne sais pas ce que j'ai pris, le croissant, bon, c'est surtout, je ne sais plus, le beurre, je ne vois pas très bien d'ici, mais ou dans sa pizza, ça va être tout ce qui est carnet ou tout ce qui est fromage qui va peser. Voilà, l'idée, encore une fois, c'est de pouvoir faire de la pédagogie. Vu que ces données, elles n'étaient pas faites pour ça au début, on n'y avait pas pensé, mais c'est des retours de ces acteurs qui nous ont permis d'ajouter assez facilement ces quelques données. Et puis, à moyen terme, eh ben, on a aussi des retours de ces acteurs sur ce qui manque pour une prochaine version. En général, d'une version à l'autre, ben, nous, on se dit juste, alors attends, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Il y a ci, il y a ça. Mais c'est un petit peu à l'aveugle, tandis que là, ils ont tout de suite dit, ben, nous, on a souvent besoin de cette donnée. Et là, il manquerait telle et telle donnée. Voilà, des vrais retours qui sont basés sur des besoins des utilisateurs très concrets. Et j'en arrive à ma dernière slide qui synthétise un petit peu une tentative de réponse à la question posée. Comment essayer de rendre la donnée environnementale plus réutilisable, pardon. Et donc, pour nous, déjà, il faut rendre la donnée, alors, pas parfaite, hein. Ça rebondit un tout petit peu sur la question d'avant, mais alors je peux d'autant plus le dire que donc, avant d'être entrepreneur pour Datagir, moi, je travaillais en tant qu'expert sur l'énergie. Donc, on a tendance à vouloir avoir des données vraiment parfaites avant de les publier, de se dire non, mais ça, il me manque ça, je ne peux vraiment pas en parler. Alors qu'en fait, on se rend compte, notamment en parlant à des réutilisateurs, que même imparfaite ou complète à 70%, eh bien, cette donnée elle a beaucoup de potentiel et elle peut avoir beaucoup d'impact, elle peut intéresser beaucoup de monde. Et donc, il faut vraiment se détendre et se dire que oui, en fait, nos données, même imparfaites, elles peuvent être très, très utiles à beaucoup de monde. Évidemment, il faut qu'elles soient ouvertes. Si possible, on peut structurer. C'est plus facile à réutiliser. Évidemment, les rendre accessibles facilement sur un portail en open data, c'est toujours mieux. Si elles peuvent être reprises également sur data.gouv, c'est bien. C'est un espèce de gros
un gros catalogue des données. Par API, pour certaines données, ça peut être bien. Et puis donc, il faut essayer de dépasser ce cadre pour lequel la donnée a été conçue, souvent des données métiers, donc je le disais, se poser la question de quelles organisations pourraient être intéressées par ces données, ou comment je pourrais toucher, par quels moyens je pourrais toucher les citoyens avec ces données. Et c'est peut-être de cette façon qu'on peut aller chercher des réutilisateurs et les accompagner à intégrer ces données, les accompagner avec des ateliers, avec une documentation, etc., de manière à mieux diffuser cette donnée. Juste mon avant-dernier point, c'est d'essayer d'écouter ou de mettre en place des moyens de remonter des besoins de vos réutilisateurs. Ça permettra, donc, comme je le disais juste avant, d'améliorer vos bases et du coup l'impact que peuvent avoir ces bases, peut-être de manière très très simple, comme ça a été le cas sur Agribalise. Et puis, dernier point, c'est éventuellement de proposer des exemples de réutilisation. C'est ce qu'on fait avec les petits simulateurs que j'évoquais dans la deuxième partie de notre offre. En fait, c'est une façon de montrer qu'est-ce qu'on peut faire des données de l'ADEME. Nous, on en a fait des petits produits comme ça qui sont réutilisables d'emblée, mais ça peut aussi inspirer des réutilisateurs. Se dire, ah d'accord, on peut faire ça avec les données de l'ADEME. Ils vont peut-être pas le reprendre tel quel, mais ils vont l'adapter et ils vont comprendre ce qu'il y a dans le cœur des données. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Martin d'avoir partagé avec nous ton retour d'expérience sur ce programme exemplaire et assez unique qui va, je pense, nous donner des idées à tous sur la manière dont on peut travailler avec l'écosystème. Donc, après avoir balayé rapidement, c'est juste vraiment une vision très rapide, la réutilisation de notre patrimoine historique. L'autre problématique à laquelle nous sommes confrontés, c'est comment s'assurer de la bonne réutilisation de nos données futures, celles qu'on n'a pas encore produites et qu'on veut produire. On sait que dans les années à venir, la puissance publique, que ce soit l'État ou encore plus les collectivités territoriales, avec tous les capteurs qui vont être déployés dans le cadre notamment de la Smart City. Comment est-ce que l'on fait, sachant que l'on va créer toutes ces données, pour s'assurer que leur réutilisation est inscrite, on va dire, by design dans ces nouveaux programmes. Et donc, je laisse la parole à Raphaël Hainaut qui va pouvoir nous expliquer comment l'IGN le fait dans son programme LIDAR. Oui, alors je sais pas si... Merci Hélène. Pour introduire, l'IGN, c'est un établissement public à caractère administratif qui est placé sous la double tutelle du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt. L'IGN est chargé de la description de la surface du territoire national et de l'occupation de son sol, de l'inventaire permanent des ressources forestières, de la production de toutes les représentations de ces données, ainsi que de leur archivage et de leur diffusion. Alors, si j'ai rappelé les missions de l'IGN, c'est pour montrer que dans ces missions, finalement, l'IGN produit des données environnementales qui sont réutilisables. Donc, je pourrais donner pas mal d'exemples qui montrent comment les données que produit l'IGN sont diffusées dans des principes de données FAIR, faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables. Mais j'ai choisi donc de zoomer sur deux grands projets, donc pas seulement le projet LIDAR, également le projet de production de données descriptives de l'occupation des sols à grande échelle. Donc, qui sont le programme LIDAR France entière et ce projet d'occupation des sols à grande échelle sont deux grands équipements numériques qui servent donc à monitorer le territoire national. Alors, je commence donc par ce programme national LIDAR à haute densité. Donc, rapidement, je rappelle ce dont on parle. Donc, le LIDAR, c'est un acronyme, c'est Light Detection and Ranging. Donc, comment ça marche?
on a un système LIDAR embarqué dans un avion ou dans un hélicoptère ou dans un drone qui émet donc des impulsions lumineuses à très haute fréquence. Le système enregistre les ondes réfléchies par la surface impactée, calcule le temps de parcours aller-retour de l'onde, en déduit la distance entre la surface impactée et le système LIDAR, et en déduit encore, connaissant la position et l'orientation de ce système dans l'avion, grâce à des antennes GPS, une centrale à inertie, donc en déduit des coordonnées 3D. Donc à raison de centaines de milliers d'impulsions par seconde, ce système LIDAR va produire des millions de points 3D référencés dans un système de coordonnées national, ces points qui sont également caractérisés par une intensité qui dépend de la nature de la surface impactée. Donc pour terminer sur cette planche, pour expliquer la partie gauche du schéma, le signal LIDAR, il a par ailleurs le bon goût de se diviser en autant d'échos qu'il va rencontrer d'objets sur son parcours. Et ça permet, comme le montre la planche suivante, de décrire non seulement la surface de la canopée dans une forêt, donc ça c'est de la végétation vue en coupe, bien sûr. Donc ça permet de montrer la surface de la canopée, mais aussi les strates intermédiaires de la végétation et jusqu'au sol nu si la végétation n'est pas trop dense. Je montre un dernier exemple de produits issus des données LIDAR. Ici, on a un modèle numérique de terrain issu donc de données LIDAR qui est représenté sous la forme d'un relief estompé avec des couleurs associées à l'altitude. Et on voit sur une zone qui est pourtant très plate du micro-relief qui montre la richesse des données de ce programme LIDAR à haute densité. Donc, ce que fait l'IGN dans le cadre de ce programme national, c'est de coordonner un programme qui comporte plusieurs grandes phases, on va dire. L'IGN coordonne le programme pour acquérir, c'est-à-dire collecter les données LIDAR aéroportées avec une densité d'environ 10 points par mètre carré. Donc un programme pour traiter ces nuages de points LIDAR, notamment pour les classifier, pour fournir aux utilisateurs une information pour savoir si le point appartient au sol nu ou si c'est un point sur un bâtiment ou sur de la végétation. On va également s'occuper d'héberger, de diffuser en open data ces nuages de points ainsi que les résultats intermédiaires. Et on va accompagner les utilisateurs dans la manipulation des nuages de points et de leurs sous-produits. Donc en chiffres, qu'est-ce que ça donne ? Ce programme LIDAR HD national, c'est 5 ans de travail, c'est environ 7000 heures de vol pour collecter les données LIDAR brutes. C'est donc, je l'ai dit, environ 10 points par mètre carré. C'est déjà 4 groupements de sous-traitants en appui pour la phase de collecte et de traitement des données, puisque l'IGN pilote mais fait beaucoup de sous-traitance. C'est environ 3 pétaoctets de données. Et enfin, c'est un budget d'environ 60 millions d'euros donc pour 5 ans. Alors, sans revenir sur tout l'historique, ce programme il a démarré sur le constat que les données LIDAR ont un potentiel énorme pour beaucoup d'applications, de suivi, de description du territoire. Et par ailleurs, on sait que d'autres pays européens ont fait le choix d'avoir un programme national. Et on avait déjà des utilisateurs qui commandaient des acquisitions LIDAR. Et donc, on avait des données LIDAR de manière éparse, parfois en doublon. Donc, on a senti que c'était urgent de rationaliser la production et l'accès à ces données. Donc, le premier acteur à jouer le jeu du collectif, c'est la Direction générale de la prévention des risques pour le cas d'usage de la cartographie des zones soumises au risque d'inondation. Donc suivi de l'Office national des forêts pour le cas d'usage de connaissance de la ressource forestière. Enfin, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation avec des cas d'usage autour de la politique agricole commune. Donc, ce programme bénéficie d'un soutien important de l'État puisqu'il bénéficie d'une subvention du Fonds pour la transformation de l'action publique via un dossier qui a été soumis par l'IGN avec les partenaires là, que je viens de citer. Il bénéficie également d'une subvention du plan de relance. Et au-delà donc, des cas d'usage qui ont été mis en avant pour la soumission du dossier, il y a énormément d'applications qui peuvent bénéficier de ces données LIDAR.
donc comme par exemple l'optimisation du placement d'éoliennes, l'optimisation du cadastre solaire, une meilleure connaissance des trames vertes et bleues, une meilleure connaissance des zones humides, la production de maquettes urbaines très fines pour la simulation du déplacement des pollutions, par exemple, la révélation de vestiges archéologiques. Bon, bref, la liste est immense. En fait, il y a énormément de cas d'usage pour ces données. Donc, c'est un programme qui est par nature fédérateur, multicommanditaire et multi-usage. Donc, je dis quelques mots d'un autre grand programme national qui porte donc sur la production de données d'occupation et d'usage des sols à grande échelle dans le cadre de l'Observatoire de l'artificialisation des sols. Donc, l'IGN est très fortement impliquée dans ce projet aux côtés de l'INRAE, du CEREMA, sous pilotage de la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature. Donc, le contexte, c'est la loi climat et résilience qui a été récemment promulguée et qui demande qu'on atteigne le zéro artificialisation nette en 2050 et que déjà d'ici 2030, on ait divisé par 2 le rythme de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc, ces données de description de l'occupation et de l'usage des sols vont contribuer à contrôler qu'on est capable d'atteindre le zéro artificialisation nette et tout ce qui est demandé dans la loi climat et résilience. Ça va non seulement permettre de vérifier ça, mais ça va permettre aussi de prendre des mesures de politique intermédiaires si besoin, parce que ce ne sont pas juste des données chiffrées, c'est des données cartographiques riches qui permettent de comprendre les déterminants du phénomène. Donc ces données, elles vont permettre d'appuyer des décisions politiques, mais à condition qu'elles soient disponibles sur l'ensemble du territoire national et qu'elles soient fréquemment rafraîchies. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans un projet d'automatisation des processus de production et de mise à jour de ces données en utilisant des techniques d'intelligence artificielle, donc suivi d'un projet très ambitieux de production sur l'ensemble du territoire national de 2 millésimes de ces données. Donc, au démarrage, ces données d'OCSGE sont conçues donc, pour le cas d'usage de l'artificialisation des sols, mais elles répondent à d'autres besoins. Elles sont utilisées par les collectivités pour la production des documents d'urbanisme et elles peuvent servir aussi d'autres applications, notamment quand on les croise avec des informations de population, de sol, sur la météo, etc. Donc, c'est des données socles qui sont précises, actualisées, homogènes sur l'ensemble du territoire à l'appui d'un grand nombre de sujets. Alors, c'est ma dernière planche. Donc, j'ai mis l'accent sur 2 programmes de données, 2 programmes qui sont des grands équipements numériques dont l'État se dote pour observer de manière fine le territoire. Donc, c'est des données qui, au départ, ont été conçues pour des cas d'usage particuliers. J'ai parlé des cas d'usage qui ont motivé le dépôt du dossier FTAP pour le LIDAR. J'ai parlé pour l'OCSGE du suivi de l'artificialisation des sols. Mais par design, comme le disait, pour reprendre l'expression d'Hélène, par design, ces données sont réutilisables dans de nombreuses autres applications. Et puis, par ailleurs, l'IGN évolue pour que justement la donnée géographique soit davantage partagée, qu'elle soit utile au plus grand nombre et qu'elle soit aussi exploitée via des services, comme cela vient d'être dit, pour les rendre plus accessibles. Alors, dans cette évolution, l'IGN donc accompagne les utilisateurs via des webinaires, des formations. Il est aussi soucieux de l'accès à ces données par des infrastructures adéquates, avec un accès à ces données en ligne via des flux ou des API. Et puis, donc, ce sera la conclusion de ma présentation. Ça me permet de parler de l'autre gros projet de l'IGN. C'est la géoplateforme qui va, dans un cadre de confiance, proposer donc une infrastructure pour l'entretien collaboratif, la diffusion et l'appui aux usages en ligne des données géographiques. Voilà, merci.
Merci beaucoup, Raphaël, pour ce tour d'horizon. Et on voit bien que quand on parle de réutilisation de la donnée, derrière, il y a la qualité des bases de données que l'on produit, mais il y a aussi des infrastructures pour pouvoir arriver à diffuser la donnée auprès des écosystèmes. Ça sera l'objet de notre seconde table ronde. Donc, dans les deux exemples qui nous ont été présentés, que ce soit Agribalise ou les futures données issues du programme LIDAR et du programme OCS-GE, on parle de création de bases de données par un producteur unique. Alors certes, le producteur, comme pour Agribalise, s'entoure d'experts et va discuter et dialoguer avec l'écosystème pour constituer sa base de données, mais ça reste quand même des bases de données qui sont produites par une entité. Ce n'est pas forcément le cas de toutes les bases de données qui existent. Je reprendrai l'exemple d'Anaëlle Durand quand elle nous dit que quand ils essayent de faire des articles sur la qualité de l'herbe et finalement ils restent focalisés sur les données d'Herparif parce que c'est très difficile de pouvoir les faire dialoguer avec les bases de données, pourtant sur un thème similaire qui sont produites par d'autres producteurs sur d'autres parties du territoire français. Donc, la question sous-jacente, c'est comment faire pour rendre la donnée réutilisable lorsqu'elle est atomisée, lorsqu'elle est issue de divers producteurs. Et c'est la question sous-jacente de la standardisation et de la gouvernance de la donnée. Et je vais laisser Monsieur Monthubert vous en parler plus en détail. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez correctement. Très bien. Oui, c'est bien le cas. Parfait, merci. Merci et tous ces éléments étaient passionnants. Je regrette beaucoup de ne pas être avec vous aujourd'hui, puisque ce que j'ai pu en entendre, l'intervention de Madame Durand, je crois, du Monde, et puis les deux interventions évidemment précédentes sont tout à fait riches et témoignent effectivement de plusieurs besoins si nous voulons pouvoir développer la réutilisation de la donnée. Le premier point, et vous venez de le dire, Hélène, c'est-à-dire la question de la standardisation. Évidemment, le monde de la donnée, et ça a été évoqué à d'autres moments, a une longue histoire, et en particulier celle où historiquement la donnée a été produite par quelques rares producteurs de données, si j'ose dire, ou institutions productrices de données. Et d'ailleurs, il faut évidemment rendre hommage à toute cette dynamique historique qui a pu donner des compétences extrêmement fortes qui font qu'aujourd'hui, on est riche vraiment de cette histoire. Mais dans le même temps, on a une explosion récente, vous le savez, évidemment, avec les possibilités de captation de la donnée qui se sont très, très fortement démultipliées dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui la transition numérique. Et cette transition numérique, effectivement, il ne faut pas la voir seulement sous l'angle de est-ce qu'on peut se partager des photos de famille plus facilement grâce aux réseaux sociaux, mais aussi la multitude de capteurs qu'on peut avoir dans nos poches et qui amènent à ce que beaucoup de données soient captées, soient collectées pour donner lieu à des services. Mais avec plusieurs types de difficultés. La première, c'est que, évidemment, les développeurs logiciels de ces différents services ne le font pas forcément en connexion avec, on va dire justement, des standards, en tout cas des approches concertées, collaboratives pour traiter ces données-là. Et ça donne très régulièrement, de fait, des bases de données qui pourraient être tout à fait intéressantes, mais qui ne sont pas du tout interopérables, parce qu'elles n'ont pas été construites comme telles, parce qu'il n'y a pas eu d'instance, finalement, pour travailler sur les questions de standardisation. Alors, la question de la standardisation, elle n'est pas du tout propre à la donnée géographique. Hein, c'est une problématique, vous le savez, qui est extrêmement large, notamment dans le monde industriel. Mais dans le monde du numérique, évidemment, d'une certaine manière, la facilité aujourd'hui pour créer des nouveaux services et collecter des données fait que cette question est peut-être plus aiguë qu'elle ne l'était encore auparavant. Et le Conseil national de l'information géographique, justement, est un des acteurs de cette standardisation. Alors, il le fait depuis longtemps dans le domaine de ce que j'appellerais un peu le cœur de l'information géographique, tout ce qui est l'observation du territoire et de l'environnement. De nombreux standards ont pu être créés.
Nous allons en valider dans une semaine à l'occasion du conseil plénier qui va se tenir encore un grand nombre, juste pour vous donner quelques idées de ce que ça peut concerner. C'est aussi bien des standards sur la question de l'accessibilité des transports en commun, la question des réseaux de communication, les continuités écologiques régionales, les documents dématérialisés pour l'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, etc. Je ne vais pas faire la liste complète. Ces standards, évidemment, sont utiles, et dans la communauté géomatique, je dirais, il y a une habitude de travailler avec eux, et c'est une communauté qui a à la fois une histoire importante, je l'ai évoqué tout à l'heure, et un savoir-faire. Ce qui est complexe, c'est qu'aujourd'hui, cette transition numérique que j'évoquais tout à l'heure a amené des nouveaux arrivants sur le terrain, et qui ne viennent pas du tout de la même histoire, qui n'ont pas du tout la même culture, et qui, d'une certaine manière, vont essayer chacun de créer leur propre standard, plutôt que de travailler de manière collaborative à l'élaboration de ces standards. Et on se retrouve avec des vraies difficultés, parce qu'au final, on se retrouve avec une production extrêmement importante de données, dont il n'est pas toujours possible de les mettre en relation. Or, et c'est un élément qui est évidemment essentiel, si on veut réutiliser la donnée, il y a beaucoup d'aspects dedans, hein. Évidemment, il faut pouvoir y avoir accès, j'y reviendrai d'ailleurs dans un instant, mais très souvent, ce dont on a besoin, ce n'est pas seulement de pouvoir réutiliser une donnée qui est liée à une activité ou une thématique propre, mais c'est souvent de croiser des données qui vont venir de plusieurs organisations. Et si on n'a pas des éléments pour pouvoir faire en sorte que ces données communiquent entre elles, eh bien évidemment, on n'y arrive pas. Quand on est en train de parler d'environnement, puisque c'est bien la thématique du jour, alors la donnée environnementale a le plus souvent été produite justement avec des très bons niveaux de qualité, puisque vous êtes un ministère qui en est un acteur de longue date. Ça s'appuie sur la tradition géomatique que j'évoquais tout à l'heure, en tout cas pour une grande partie de ces données, même si l'exemple de la qualité de l'air qui a été évoqué tout à l'heure est évidemment un exemple qui doit nous interroger. Mais pour autant, vous avez d'autres domaines d'activité. J'en prendrai un pas du tout au hasard, celui de la santé, qui n'a pas une tradition de géolocaliser ces données. Et pour autant, quand on voit des thématiques comme celle, évidemment, qui nous occupe malheureusement très fortement depuis 18 mois, à savoir celle de la crise sanitaire et du Covid, on voit bien à quel point nous avons besoin d'une localisation des données qui soit une localisation qui soit effectivement fiable. Et ces questions ne sont pas simples d'ailleurs, hein, y compris les premières bases de données qui ont été mises en œuvre pour suivre les tests PCR, par exemple, qui étaient effectués, le faisaient avec des inscriptions géographiques qui n'étaient pas forcément les plus adaptées aux besoins qui pouvaient être ceux de ceux qui allaient faire des études, de la recherche autour de ces données. Donc on a besoin là aussi de s'étendre au fond pour pouvoir créer de nouveaux standards dans de nouveaux champs d'action. Et qui dépassent finalement ceux de la donnée géographique traditionnelle, mais pour aller vers ceux de la donnée géolocalisée. Et c'est bien la thématique dont nous voulons nous emparer dans ce Conseil national de l'information, aujourd'hui géographique, peut-être demain géolocalisé, dont j'ai la charge de relancer l'activité depuis maintenant plusieurs mois, pas tout seul. Je salue d'ailleurs Pierre Lollier, le secrétaire général du CNIJ, que j'ai aperçu sur la vidéo, qui participe à l'ensemble de votre journée, et puis évidemment de nombreux autres acteurs, et en particulier ceux des collabs avec lesquels nous interagissons énormément et avec une grande efficacité. Donc, une standardisation qui doit donc s'élargir aujourd'hui, c'est un premier élément extrêmement important. J'aimerais évoquer peut-être un deuxième point, parce qu'il n'a peut-être pas été présent dans les deux interventions précédentes, qui étaient remarquables d'ailleurs, et avec des beaux succès, hein, aussi bien celui de l'IGN avec ce programme LIDAR HD qui est absolument, qui est très impressionnant d'abord, il faut quand même le dire, techniquement, qui va nous donner une richesse de données absolument extraordinaire, mais aussi celui de DataGIR, hein, avec des vrais services aux citoyens. Et pour en avoir été un des utilisateurs, je peux évidemment, à ma modeste échelle citoyenne, en témoigner moi-même. Mais peut-être faut-il aussi évoquer le fait que si on veut réutiliser la donnée, on ne peut pas compter que sur la dynamique d'open data. Cette dynamique d'open data est une dynamique évidemment absolument essentielle, mais il ne faudrait pas masquer le fait qu'un certain nombre de données ne peuvent pas être directement réutilisées par tout le monde, pour des questions, la plupart du temps, hein, de sensibilité
des données, ou alors éventuellement même pour des problématiques de propriété intellectuelle parfois, et d'enjeux économiques, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et donc cette question de la réutilisation de ce que je vais appeler un peu les données intermédiaires, hein, entre des données qui doivent être complètement fermées et des données qui doivent être complètement ouvertes, elle est évidemment extrêmement importante parce que dans un certain nombre de cas, il doit être possible de pouvoir faire des traitements de données utilisant certaines données qui ne sont pas exposées en open data parce que ce serait impossible pour des questions en particulier réglementaires, mais pour lesquelles des traitements de données néanmoins peuvent être pertinents pour délivrer par exemple de l'information statistique qui est d'intérêt public. Et ça, c'est un chantier également tout à fait nécessaire, sur lesquels un certain nombre d'organisations sont lancées et dont il faut s'emparer également. Et évidemment, pour ceux qui sont les producteurs de données, et pour moi, un message qui est essentiel, c'est-à-dire qu'on s'interroge sur la question de l'ouverture de la donnée, ça ne peut pas être seulement est-ce que ça va être en open data ou est-ce que ça reste à l'état de fermeture. Il faut intégrer aussi cette dimension de peut-être pouvoir le partager dans des conditions nouvelles et parfois innovantes de data sharing avec d'autres. Ça suppose évidemment des schémas de gouvernance de la donnée qui sont importants, mais dans lesquels aussi le CNIL est impliqué. Et puis la troisième chose qu'il ne faut pas oublier, évidemment, c'est le modèle économique. Madame Hénault présentait tout à l'heure le programme LIDAR HD, hein, en montrant les montants en jeu. Je ne les ai plus sous les yeux, mais de mémoire, 60 millions d'euros. Ça n'est pas rien. Ce sont évidemment des programmes qui y sont essentiels et sur lesquels il peut y avoir beaucoup de modalités différentes. Soit des modalités qui visent justement à créer des référentiels SOC qui vont pouvoir être utilisés par tout le monde, dont on va considérer que c'est un bien commun et où l'État et des partenaires, hein, puisque en l'occurrence, il y a aussi des collectivités territoriales qui ont été actrices de ce programme, qui sont actrices de ce programme, sont mobilisées. Mais ce n'est pas le cas de tous les programmes. Et je pense qu'il faut qu'on soit, mais j'imagine que le public évidemment très averti hein, de cette journée en est évidemment plus que conscient, eh bien il faut qu'on travaille toujours sur les questions des modèles économiques de production et de réutilisation de la donnée, parce que un des facteurs bloquants régulièrement, c'est que certains acteurs qui ont investi pour produire de la donnée ne sont absolument pas prêts à la mettre à disposition sans en tirer une forme de retour sur l'investissement initial qu'ils ont pu faire. Retour sur investissement qui peut évidemment se faire sous des formes variées, que ce soit un retour sur un investissement monétaire ou que ce soit un retour sur investissement peut-être par des logiques partenariales qui leur permettraient aussi de faire certains travaux qui pourraient les intéresser. Et donc, dans le cas du CNIJ, eh bien, nous voulons aussi engager le travail sur ces modèles économiques, car finalement, nous devons lutter contre une impression qui existe beaucoup trop à l'ère du numérique, c'est que finalement, toute cette donnée, elle est abondante, elle est là, elle est produite gratuitement, et en fait, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas, elle n'est pas produite gratuitement. Tout cela a un coût. La mise en qualité de la donnée, ça a un coût. La capacité ensuite à en tirer de l'information, ça a également évidemment un coût. Et tout cela, eh bien, ça doit s'insérer dans des modèles économiques qui doivent être explicites, qui doivent être aussi transparents, je pense, pour pouvoir comprendre quelles sont les mécaniques à l'œuvre et justement éviter de tomber dans un certain nombre de pièges qui, à mon sens, à terme, nous amènent à casser notre capacité souveraine, c'est-à-dire finalement à reposer sur le fait que quelques gros acteurs internationaux investissent très fortement dans le domaine de la donnée, avec le sentiment qu'on peut en tirer certains services qui seraient finalement bien pratiques, sans se rendre compte qu'au passage, eh bien, c'est notre capacité aussi de projection dans le futur et de compréhension, au fond, hein, de notre environnement en pleine transparence qui est en jeu. Voilà les quelques éléments que je voulais introduire, mais sans doute aurons-nous le temps pour des échanges. Et évidemment, j'en serais ravi, même si c'est à distance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Merci beaucoup, monsieur Monthubert, pour cette mise en perspective. Donc finalement, parmi les éléments que moi je retiendrai hein, de la manière dont on peut maximiser hein, la réutilisation de nos données, il y a les aspects techniques qu'on a rappelés. C'est ce que l'un et l'autre vous disiez, qu'on peut rassembler autour de l'acronyme
de faire. Donc, alors, le F m'échappe à l'instant. Findable. Voilà, facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable. Voilà, donc des solutions techniques finalement pour mettre la donnée, permettre la réutilisation de la donnée. Mais finalement, une fois qu'on a fait ça, on se rend compte que ce n'est pas suffisant et qu'il y a un facteur humain qui est important dans la réutilisation de cette donnée. Qui passe par la constitution d'écosystèmes et, comme vous le disiez aussi, Martin, de liens de confiance et aussi de permettre, comme vous le disiez, Monsieur Montubert, une coopération où chacun y trouve son intérêt. Finalement, la puissance publique, on réfléchit souvent côté intérêt général et la côté de la valeur ajoutée économique de notre donnée, on ne l'a pas forcément en compte, alors que si on veut qu'elle soit réutilisée, il faut aussi que les acteurs privés trouvent une valeur économique dans la donnée qu'on leur fournit. Alors, je ne sais pas si, Martin, vous auriez quelques conseils à nous donner sur la manière d'arriver à monter de tels liens avec l'écosystème. Comment est-ce que vous avez lancé finalement le programme Data Agir pour constituer ces liens humains et la création de cette communauté ? Merci. Alors, c'est parti vraiment sur l'alimentation, un petit peu comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de se dire alors où est-ce qu'on pourrait exposer ces données et donc d'aller chercher ces grands noms. La plupart ont répondu, donc c'est vraiment comme ça que s'est constituée cette communauté. Je dois dire qu'on a eu plutôt de la chance sur l'alimentation parce qu'on a essayé de reproduire ça sur d'autres secteurs, dont le bâtiment. Ça a beaucoup moins marché. Parce que je pense que voilà, chaque secteur n'est pas au même niveau, ils n'ont pas les mêmes attentes en termes de données environnementales, parce que bon, tout simplement, on mange de manière plus récurrente qu'on achète une maison. Je pense que ça peut jouer aussi dans le fait que l'utilisateur derrière est moteur voilà, il a un désir de données environnementales. Mais vraiment pour constituer et répondre à cette question, on est parti, nous, ce qui nous intéresse, c'est les citoyens. Donc, comment on touche les citoyens? Où est-ce qu'ils sont? Et donc, on s'est vraiment posé la question de où sont les citoyens? Et on a contacté tout simplement ces acteurs qui, en général, nous ont répondu plutôt favorablement. Et c'est une fois qu'on a réussi à constituer ces groupes qu'on a pu leur expliquer ce qu'il y avait comme données et les écouter, essayer de comprendre leurs besoins et d'adapter éventuellement les bases. Merci. Ravel, je sais que l'IGN a une longue tradition de partage de ces données, de circulation de ces données. Est-ce que vous avez des conseils aussi? Alors, ça marche là? Je sais pas. Oui, comme je le disais, les données dont l'IGN pilote la production sont accompagnées des métadonnées qui font qu'elles sont normalement réutilisables par d'autres. En réalité, effectivement, c'est des données souvent qui restent assez techniques et qui sont certes utilisables par des experts géomaticiens, mais qui, au-delà de ce cercle d'experts, sont assez complexes. Et donc, leur réutilisation, leur valorisation, ça nécessite du travail supplémentaire, un accompagnement. Donc, je le disais, que l'IGN fait davantage aujourd'hui qu'il ne l'a fait par le passé, mais que l'IGN ne fait pas seul. Et c'est vraiment le projet, c'est de s'appuyer sur le réseau des acteurs, de jouer sur la complémentarité de tous pour optimiser en fait le potentiel de réutilisabilité de ces données. Ça part au début de la chaîne, même la partie production se base aussi sur un réseau d'acteurs. Le temps où l'IGN était l'institut unique qui produisait de la donnée géographique, et ce temps-là est passé. Ça a été rappelé par Monsieur Montubert. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont très compétents. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce domaine-là. Donc, dès le niveau de la production, on est en complémentarité. Et c'est quelque chose du coup qui se poursuit sur toute la chaîne de valeur.
Et donc, peut-être pour rejoindre ce que disait Martin, pour progresser, il faut s'appuyer en fait sur des cas concrets, sur des bonnes pratiques en fait. Et voilà, ça va être peut-être par thématique, on va se constituer un écosystème qu'on va savoir bien animer, et ça va mettre en lumière finalement ce qui convient de faire au moins dans cette thématique-là. Et souvent, voilà, ça peut se généraliser à d'autres sujets avec des spécificités, mais c'est au-delà de la théorie, sur lequel j'ai l'impression qu'on est tous d'accord ici, sur le fait qu'il faut faire en sorte d'éviter les doublons, il faut faire que les données soient utilisées, pas refaire des choses, etc. Au-delà de la théorie, il faut voilà, mettre les mains dans le cambouis, faire du concret pour trouver et mettre en lumière des bonnes pratiques. Merci beaucoup. Donc effectivement aussi constituer une communauté autour de cas d'usage et ne pas réfléchir dans l'abstraction pour s'assurer de cette meilleure réutilisation et puis aussi finalement de l'engagement de la communauté. Il y a une question et ensuite je passerai la parole à la salle que je voulais vous poser, Monsieur Monthubert. Vous avez parlé du nouveau défi. Enfin, le premier défi, c'est quand même d'arriver à mettre le maximum de nos données en open data, et ça a été rappelé que pas d'intervenants, on a encore du travail à faire. Mais le défi qui est devant nous, c'est aussi le partage de données qui n'ont pas vocation à être ouvertes et mises en open data. Et ça pose la question de la confiance dans la réutilisation aussi de ces données entre acteurs. Monsieur Monthubert, je crois qu'il y a une initiative assez originale que vous avez lancée en Occitanie autour notamment de la création d'une charte de réutilisation de la donnée comme un des moyens de lever ces appréhensions que l'on peut avoir pour la réutilisation de ces données. Est-ce que vous voulez nous la présenter rapidement ou nous en parler? Oui, je peux en parler rapidement. Effectivement, je prends ma casquette de président d'Occitanie Data, qui est une association que j'ai contribué à créer il y a maintenant près de 3 ans en Occitanie, qui est en train de se transformer en groupement d'intérêt public d'envergure nationale, et dans lequel, effectivement, nous essayons de travailler à ce qu'on puisse lever les freins, les obstacles aux calculs qui sont souvent nécessaires, mettant en jeu des données venant d'organisations variées et le plus souvent dans une logique d'intérêt public. Je vais vous donner un exemple très concret. Reprenons la question du Covid et de données qui finalement concerne pleinement notre thème du jour. Quand vous voulez faire une visualisation des zones qui sont les plus à risque pour le Covid, vous avez besoin de mélanger pas mal de types de données. Vous avez besoin évidemment de données de santé, vous avez besoin de données de mobilité, vous avez besoin de données météo, puisque la sensibilité, ou plus précisément la gravité du développement de la maladie chez les personnes qui sont touchées peut dépendre, pour celles qui ont par exemple des affections respiratoires, de questions climatiques au moment où elles sont touchées, parce qu'elles sont plus ou moins fragiles en fonction tout simplement de la météo du moment. Donc il y a besoin de météo. Et il y a besoin aussi de données sociales, parce que là encore, le Covid a malheureusement, on le sait, un impact qui varie suivant les catégories sociales. Et faire tout cela, eh bien, c'est évidemment pas seulement compliqué techniquement, mais ça pose des difficultés qui sont avant tout des difficultés éthiques. Est-il légitime de faire un tel traitement? Doit-on prendre des précautions par rapport à un tel traitement? Est-ce qu'il y a des risques, par exemple, de stigmatisation de population en fonction de la manière dont on peut le réaliser? Eh bien, ça pourrait donner lieu à des choses qui seraient négatives ou à l'inverse, au contraire, être extrêmement positives. Et donc, c'est pour ça que nous avons travaillé avec des spécialistes d'éthique à la création d'une charte éthique de la donnée, de manière à permettre d'offrir une grille de lecture par rapport à des cas d'usage pour voir si le cas d'usage était légitime à être poursuivi et est-ce qu'il satisfait en fait des critères éthiques qui sont des critères relativement simples et derrière lesquels en général tout le monde va s'accorder, mais auxquels on ne pense pas toujours quand on va faire un traitement de données. Donc cette charte éthique, elle existe maintenant depuis 18 mois. Nous sommes en train de la décliner dans un label éthique pour des cas d'usage
Et l'objectif, puisque tout à l'heure, les scores, les Nutri-Score ou autres scores de provenance ont été évoqués, c'est d'essayer de faciliter l'analyse par les différents acteurs, et je pense en tout premier lieu, bien entendu, aux citoyens, faciliter leur lecture du degré de respect ou non de l'éthique dans le cas d'un traitement de données. Donc effectivement, pour qu'il y ait réutilisation, une des nécessités, c'est qu'il y ait un cadre de confiance pour que les différents acteurs qui sont concernés par les données qui vont être croisées, et évidemment les usagers finaux, d'une certaine manière, que sont les citoyens, soient convaincus que, le traitement de données est légitime à être fait, qu'il a été fait en utilisant des données qui sont d'une qualité suffisante pour pouvoir donner lieu derrière à des traitements qui donneront une information qui elle-même sera digne de confiance. Et puis il y a un certain nombre d'autres éléments qui sont travaillés, sachant d'ailleurs que dans le cadre de la charte éthique, nous considérons que ces traitements de données devraient au minimum ne pas nuire à l'atteinte des objectifs du développement durable, et puis si possible évidemment, aider à poursuivre l'atteinte de ces objectifs du développement durable qui doivent être un peu notre objectif commun, bien entendu. Merci beaucoup, Monsieur Montubert. On pourra diffuser l'URL où se trouve la charte pour ceux qui sont intéressés. On a pris un petit peu de retard, mais je pense qu'on a peut-être le temps pour une question. Alors, donc, je réponds pour l'hygiène sur les deux grands programmes donc, que j'ai évoqués, programme LIDAR et programme de description de la couverture la couverture et de l'usage du sol, pardon. Donc sur ces deux programmes, effectivement, il y a une phase, en tout cas pour le programme LIDAR, acquisition, collecte des données qui nécessite de faire voler des avions. Donc on est sensible au sujet de l'empreinte carbone parce qu'on nous le dit au quotidien, nos déplacements en avion coûtent cher en empreinte carbone. Sur le sujet de la description de l'occupation des sols, il n'y a pas de collecte aéroportée. Mais dans ces deux programmes, il y a un point commun, c'est qu'on automatise le traitement des données qui sont extrêmement volumineuses parce qu'elles sont denses et parce qu'elles couvrent le territoire national. On automatise le traitement par des techniques d'intelligence artificielle qui, elles aussi, sont assez coûteuses en énergie. Et on a, en toute franchise, pas mis dans la balance au début du programme le coût environnemental du programme, mais parce que je l'ai justifié, le programme, on sait en tout cas pour les données LIDAR, que ces données servent à un très grand nombre de cas d'usage, notamment des usages de suivi environnemental. Les données d'OCF sont aussi utiles pour un sujet très important de limitation de l'artificialisation des sols. Donc en toute franchise, on n'a pas mis dans la balance le calcul environnemental de la production et du traitement des données avant de les lancer, ces programmes. Mais là, en ce moment, pendant la mise en œuvre du programme, on a pris l'engagement de mesurer, enfin en tout cas de se donner les moyens de mesurer l'impact environnemental de tout ce qu'on fait. Et effectivement, d'avoir un regard sur est-ce que ça vaut le coup, en fait, pour répondre à votre question. Donc, on n'a pas encore la réponse. On ne l'a pas fait au début. Mais on se rend bien compte qu'il ne faut effectivement pas que ça coûte que ce soit... que ça coûte en énergie, que ça je ne sais pas comment le dire, mais vous l'avez laissé penser. Il faut que ça rende vraiment des services environnementaux et du coup, il ne faut pas que ça coûte trop cher sur ce plan-là. Excusez-moi. Et donc, pour compléter pour Datagy, alors effectivement, la question de l'éco-conception, on se la pose. C'est toujours un peu compliqué. Bon, si je dois faire une analogie, quand on fait une bouteille d'eau, qu'on essaie de la concevoir, ça reste une bouteille d'eau. Donc, en fait, ça reste pire que de l'eau du robinet. Donc, l'éco-conception, c'est bien, il faut le faire. Mais toute la question, c'est les ordres de grandeur. Et donc, c'est ce que nous, on apporte. Donc, oui, le numérique, ça émet, même éco-conçu. Mais ce qu'il faut regarder, c'est combien
on va permettre, grâce à cette petite émission, d'essayer de toucher en ordre de grandeur chez les en termes de prise de conscience, etc. Et donc là, on se rend compte que, alors c'est un exercice qui est très compliqué à faire, mais là, c'est plus du tout les mêmes ordres de grandeur. Donc ça valait le coup d'émettre un petit peu pour faire ces services par rapport à ce qu'on a pu déclencher en termes de prise de conscience, de passage à l'action, etc. Merci beaucoup. Alors, on a pris un petit peu de retard sur le programme. Alors, malheureusement, on ne va pas pouvoir prendre de deuxième question. Mais en tout cas, un grand merci à Martin, Raphaël et M. Montubert d'avoir été parmi nous pendant cette heure pour cette table ronde sur la réutilisation des données. Et je vais laisser la parole à mon collègue Olivier Dissart pour la